Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de participer aujourd'hui à cette quatrième conférence de l'Agile Week. Je suis Fabien Lehouan, je suis coach Agile chez Soprasteria et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Siony, qui est Product Manager dans le groupe Vive. Alors Jean-Pierre, merci de ta participation. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un retour d'expérience autour du product management sur le thème agilité et vision produit, des alliés utiles dans la construction d'une plateforme digitale. Avant qu'on commence et avant de donner la parole à Jean-Pierre, je voulais juste vous rappeler aux participants que vous pouvez poser des questions dans le canal dédié questions. On prendra vos questions à la fin du Rex. Jean-Pierre, donc merci beaucoup pour ta participation. Peux-tu te présenter et nous en dire un peu plus sur le sujet du jour? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, et puis merci Fabien pour votre invitation. Et c'est avec plaisir que je vous propose qu'on partage un petit peu des retours d'expérience autour, bien sûr, de l'agilité, mais également du product management, et tout ceci dans un contexte de transformation digitale, puisque mon rôle en termes que product manager, c'est dans le groupe Vive de porter un programme de plateformes d'interopérabilité et digitale. Donc, je pense que ce sont des ingrédients qui vont bien ensemble et on verra un petit peu comment la recette peut prendre et effectivement comment on peut mettre de l'agilité dans ce type de projet et ce que ça nous apporte. Et puis également les écarts entre la théorie et la réalité. J'essaierai de vous éclairer un petit peu sur notre expérience. Merci Jean-Pierre. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'historique et du contexte Vive? Oui, donc le groupe Vive, c'est un groupe qui est jeune. Il a été créé il n'y a pas plus de 4 ans à peu près. Mais les marques sont quand même connues en assurance santé, en protection sociale, puisque vous connaissez certainement la MGN, la Mutuelle de l'Éducation nationale, Harmonie Mutuelle. Donc, on a également donc pas mal de domaines sur le médico-social, donc beaucoup d'établissements de santé. Et tout ceci, ça constitue un groupe de plus de 50 000 personnes sur plus d'une vingtaine, peut-être même trentaine de métiers différents qui vont de l'assurance à la protection sociale. J'ai parlé du médico-social et tout dernièrement, on développe également des services dans le logement social. Donc, vous voyez, finalement, c'est un groupe avec un spectre très, très large de métiers. Et c'est pour ça que, effectivement, nous avons mené ce programme d'interopérabilité, puisqu'en fait, il faut faire communiquer, et ça fait partie des enjeux du groupe, qui est nouveau, qui a un ADN qui est encore à construire, et ça fait partie des sujets un petit peu de colonne vertébrale pour faire groupe dans cette multitude de produits, de marques, qui doivent accompagner en fait d'abord nos adhérents, mais également l'ensemble des prospects sur des parcours de vie. Donc c'est ça notre objectif principal et ce qu'il faut retenir un petit peu du fond de la construction du groupe Vive. Merci pour ces précisions. Donc, un des thèmes aussi côté Vive, c'était la plateformisation qui est menée sur un mode agile. Donc, quels seraient les enjeux autour de cette plateformisation? Tout d'abord, donc, comme on a vu, il y a quand même une mosaïque de marques, en fait, et il faut donner une consistance et des parcours. Donc, en fait, on a un premier enjeu. Ce que je n'ai pas dit, c'est que, voilà, déjà, un des premiers enjeux, c'est de s'adresser à plusieurs millions de personnes, puisque le nombre d'adhérents en fait, du groupe Vive, tout cumulé, c'est à peu près une personne sur 6 en France, qui est assurée par un des produits du groupe Vive. Donc, déjà, il faut raisonner à grande échelle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que comme le groupe est jeune, en fait, les cas d'usage sont encore émergents, sont encore en cours de construction, très mouvants. Et l'un des enjeux, ça a été déjà de mettre en place tout un système d'interopérabilité par rapport à des systèmes qui étaient existants. Donc ça, c'est un premier point. Donc, en fait, la gestion courante doit continuer et en même temps, il faut se tourner vers des nouveaux enjeux pour passer finalement de produits d'assurance santé, qui est un petit peu le classique et peut-être le socle
à l'origine en fait du groupe Vive vers de la protection sociale au sens large et passer également jusqu'à des parcours de vie où on peut accompagner des citoyens finalement de la naissance jusqu'au décès sur tout un panel de produits. Donc c'est ça qu'on appelle des parcours de vie et sur lesquels on se dirige. Et les moyens d'y parvenir dans un monde en 2021, c'est via des plateformes et notamment des plateformes digitales. Ce programme fait partie du plan stratégique, donc parmi les 27 projets stratégiques du groupe Vive, et doit servir à peu près les moitiés des projets métiers pour les accompagner en tant qu'accélérateur, facilitateur de développement, de marketplace et de parcours. D'accord, donc il y a tous ces nouveaux parcours qui restent à construire. Il y a des parcours citoyens qui partent de très loin, hein, tu l'as dit, de la naissance au décès. Donc, comment on intègre finalement tout ça et comment on embarque aussi le product management dans cette démarche de refonte des parcours et de repenser un peu le modèle? Alors, par rapport aux enjeux, ça fait le lien parfaitement avec la notion de produit finalement. Il est important de voir que le parcours doit rester fluide. Donc, en fait, il y a une composante technologique sur laquelle je ne rentrerai pas trop dans le détail aujourd'hui, mais également cette notion d'UX, cette notion de fluidité et toute la sécurité finalement qui vient derrière pour qu'on puisse pousser des bouquets de services. Puisqu'en fait, c'est ça l'objectif, c'est pour pouvoir accompagner nos adhérents, mais j'y reviendrai également sur des citoyens, puisqu'on a des modèles à la fois internes pour les adhérents du groupe Vive, mais également on a travaillé sur des projets de territoire intelligent. Et donc, je donnerai un exemple également de parcours sur cet axe. Et de voir comment on fait le lien justement entre comment on part d'un produit d'assurance santé pour en arriver à finalement servir un citoyen sur un territoire, toujours dans des produits d'e-santé bien-être. Voilà, c'est à travers la plateformisation qu'on peut l'envisager pour développer de nouveaux modèles économiques. Et on se sert bien sûr de la méthode agile, notamment du cadre SAFE dans notre cas, pour pouvoir mener ces projets qui sont relativement mouvants, les contours pas encore bien définis et finalement très changeants. Et c'est pour ça que dès le début, nous avons opté pour une méthodologie de ce type. Et je dois avouer que ça nous a bien servi, puisque c'est un programme qui a débuté il y a 2-3 ans, sous une forme, on va dire, de MVP, qui a évolué depuis 1 an et demi avec le sponsorship de la direction générale, le plan d'action stratégique, vers quelque chose de plus industriel. Donc, c'est notre phase actuelle, c'est la phase d'industrialisation, pour pouvoir servir différents métiers, différentes directions et différentes entités. En fait, notre contexte est en fait de travailler avec non pas différentes directions métiers dans une seule entreprise, mais on est au niveau au-dessus, c'est de travailler avec différents groupes de différentes marques au sein d'un même groupe. Et donc, ça change un petit peu la dimension habituelle de ces projets. Et ce qui nous a paru important, c'est de pouvoir finalement s'adapter à tous ces contextes avec cette méthode. Donc, voilà un petit peu tous les enjeux finalement qui se posent pour nous. Ils sont à la fois d'ordre technologique, ils sont d'ordre humain, ils sont d'ordre méthodologique. Donc, il faut arriver à ce que la recette prenne entre ces différents éléments. Et il y a un point. En tout cas, oui, Fabien, pour faire le lien avec le product manager, c'est effectivement, il est partie intégrante de cette recette pour faire en sorte que les ingrédients prennent bien ensemble pour obtenir finalement toute la valeur que l'on doit délivrer dans ces parcours. Et tu disais aussi, ça prend beaucoup de temps aussi pour échanger sur le modèle, les enjeux. Il y a aussi quand même tout un volet communication pour embarquer le métier, à ne pas sous-estimer aussi. Oui, il y a beaucoup de travail qui se fait quand même en background et de manière continue et de manière répétitive. Donc, en fait, ce que j'ai pu constater, alors, moi, je vais le partager avec vous, c'est que ce n'était pas du tout prévu au départ.
en tout cas, je ne l'avais pas prévu au départ, de m'investir autant sur la communication et le fait de devoir régulièrement réexpliquer. Alors, bien sûr qu'il y a des bases technologiques qu'il faut réexpliquer, mais y compris la méthode, et tout ceci de manière régulière. Alors, maintenant, avec un petit peu de recul, j'arrive un petit peu à l'analyser, mais le temps, il ne faut surtout pas sous-estimer ce temps qui peut paraître un petit peu à la marge au départ, mais il y a bien 30-40% de son temps qui est passé sur ces sujets d'acculturation, d'information et d'information. Donc, à un moment donné, on peut se poser une question, est-ce que c'est réellement productif finalement par rapport à d'autres tâches? Après réflexion, c'est oui, parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, ben, il y a des wagons qui décrochent. Il y a des wagons qui décrochent, même pour ceux qui sont bien accrochés, ça peut, au fil du temps, changer de rythme. Il n'y a pas tout le monde dans un contexte de groupe, comme je l'ai dit. Peut-être dans un contexte d'entreprise, les équipes sont un petit peu plus resserrées, un petit peu plus la même culture. Mais dans un groupe qui vient de se constituer, qui en plus est jeune, vous n'avez aucune chance d'avoir la même culture. Il n'y a aucune raison. Donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui fasse ce liant. C'est à travers l'acculturation, l'information et aller vers les différentes équipes et vers les métiers que l'on peut réussir à finalement avoir ce sponsorship et embarquer tout le monde. Et puis, une fois que tout le monde est embarqué, regardez derrière de temps en temps que les wagons ne décrochent pas. Donc, être toujours vigilant. En fait, il n'y a rien qui est acquis. Il faut tout le temps entretenir en fait la dynamique que l'on met au départ dans un projet. Donc, pour nous, c'était il y a 2-3 ans. Il ne faut surtout pas se dire qu'on l'a fait une fois et que ça suffit. Il y a toujours besoin de ce piqûre de rappel régulière. Et puis, finalement, quand on regarde la vie d'une entreprise, c'est assez logique, dans le sens où les équipes tournent. On ne travaille jamais avec la même équipe, puisqu'on a différents métiers, différents usages. Il est normal de réexpliquer également la méthode et comment on travaille. Et tous ces rôles, en fait, qui sont essentiels autour des product managers et des product owners aussi. Donc, je pense qu'on y reviendra, mais ça fait partie des points clés, peu importe le métier ou le cas d'usage que l'on fait derrière. Ou même de la technologie que l'on met en place, je pense qu'il faut déjà retenir, c'est que systématiquement, il faut retrouver sous une forme ou sous une autre, en fait, ces relais, ces appuis, sans quoi il est beaucoup plus difficile de faire avancer ce type de sujet. Donc effectivement, l'acculturation, elle peut être à différents niveaux. De notre côté, nous avons commencé avec des acculturations plutôt sur les plateformes digitales, puisque c'est un petit peu le thème en fait que l'on porte, autour de l'apaisation, l'ouverture des systèmes d'information pour qu'ils puissent bien communiquer ensemble pour faire ces parcours. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, on a besoin également d'acculturer le management. On voit que ce n'est pas toujours inné. Tout le monde parle de l'agile, tout le monde parle de la transformation digitale, mais quand on est concrètement sur le terrain, ce n'est pas toujours si évident que ça de l'appliquer à soi-même. Dans son propre contexte. Et c'est pour ça qu'il y a besoin vraiment d'accompagnement. J'inclurai également le top management, parce que proposer par exemple des MVP, par exemple, qui ne sont pas complètement finis, mais qui sont adaptés effectivement à une première phase, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer que le produit, ce n'est qu'une première étape et qu'ensuite, on pourra en faire une deuxième si la première est validée, puisqu'on a opté pour une approche progressive par cycle itératif. Et même si ce qui peut paraître du bon sens, il faut le rappeler. Voilà un petit peu tout ce sujet de formation et d'acculturation qui me paraît vraiment très, très important et surtout pas à négliger. Oui, surtout pas sauter cette étape. Voilà, tu fais bien d'appuyer sur cette partie parce qu'elle est vraiment essentielle. Oui, c'est vrai que le risque, ça serait de vouloir aller trop vite, lancer la machine et derrière, que les gens n'embarquent pas finalement, et notamment côté métier. Et alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus si on fait un focus sur les activités du product manager, justement, quel serait ton témoignage là-dessus, sur ce rôle,
les activités, les dépendances aussi avec tes relais comme les product owners? Alors, on a choisi effectivement de placer plusieurs de ces rôles hein, dans une organisation du programme, puisqu'on l'a organisé en programme, basé sur SAFe. Parce que, comme je l'ai dit, on a l'ambition effectivement de le faire grossir, mais on a commencé petit pour faire grossir cette organisation. Donc, au départ, la vision en fait de ce rôle que j'ai porté, mais qui est en train d'évoluer, donc on voit bien que l'organisation évolue en fonction de l'avancée du programme. En fait, au départ, c'est plutôt un mode start-up que nous avons mis en place, au sens où finalement, chaque personne porte plusieurs casquettes. Alors, on va me dire, oui, c'est pas trop ce qu'on trouve dans la théorie, c'est pas très, on s'y retrouve pas toujours. Mais en fait, dans la pratique, c'est comme ça qu'on a commencé et c'est souvent intéressant de voir qu'un un groupe de personnes limité, finalement, touche un petit peu à tous les sujets pour pouvoir mieux construire la trajectoire et ensuite fait grossir l'équipe où chacun a des rôles beaucoup plus précis. Donc, ce que je peux commencer à dire, c'est qu'on n'avait pas des rôles complètement dédiés, un rôle, une personne. Il y avait souvent une personne qui portait plusieurs casquettes, donc j'en fais partie. Mais maintenant, il est important en changeant de dimension que chacun porte son rôle. Donc le PM, il était plutôt en coordination pour aller chercher et coordonner différents chantiers menés avec des product owners. Alors, il pouvait y avoir des product owners de modules technologiques, mais également des product owners métiers. Et quand il n'y en a pas, parce que la réalité, c'est qu'on n'arrive pas toujours à faire la correspondance, il ne faut pas hésiter à aller chercher des relais, des référents. Ils ne s'appellent pas toujours product owner, en fait. Donc, Oui. il faut arriver à identifier aussi des personnes qui peuvent se rapprocher le plus de ce rôle et petit à petit les amener dans cette démarche. Donc, ça fait partie de ce rôle de product manager, en fait, déjà de constituer un petit peu à la fois son équipe, mais également ce réseau, parce que ça va bien au-delà des équipes, puisqu'il faut aller les chercher aussi dans les entités pour nous et dans les directions métiers. Donc, ça, c'est un rôle clé, je pense, qui est valable pour n'importe quel type de projet. Et puis ensuite, il y a cette notion de porter la valeur. Donc, en fait, on a des convictions depuis le début, c'est que la méthode agile ou les méthodes agiles, finalement, sont les mieux appropriées dans un contexte qui est mouvant, qui est émergent, comme on a vu dans un groupe qui est encore jeune. Comme ça, on peut adapter les différents cas d'usage et finalement s'adapter à chacune des situations qui peuvent évoluer assez rapidement dans le temps. Il y a des convictions qui sont fortes également depuis le départ. Et c'est qu'en fait, c'est la notion de valeur et la notion d'usage qui va nous dicter exactement ce que l'on fait dans les incréments. Donc, la valeur du produit, mais le produit plateforme pour nous, mais également les produits que l'on met dans la plateforme, les produits d'e-santé, de bien-être, par exemple. Donc, on facilite le déploiement de bouquets de services, par exemple en téléconsultation, par exemple en gestion de risques cardiovasculaires, en coaching sportif, en diététique. Donc voilà le type de bouquet de services que l'on peut proposer à une personne ou un citoyen. Et tout ça, ça doit se mettre dans un parcours et le product manager, il doit être garant que le parcours, peu importe le métier qui sert et l'usage, il reste cohérent, fluide, sécurisé, avec une bonne UX, et qu'à la fin, effectivement, on a bien la valeur attendue par les métiers. Puisque nous, on est toujours effectivement en interface avec les métiers. Donc, voilà, ça, c'est le premier objectif. Je pense que c'est vraiment accompagner la valeur au cours du temps sur l'ensemble des produits. Ce n'est pas toujours simple à quantifier. Il peut y avoir de l'image de marque, hein, donc ce n'est pas nécessairement des euros trébuchants avec un tunnel de vente et la vente d'un produit et un paiement en ligne. Ça, c'est encore le plus facile à identifier. Il y a d'autres gains qu'il faut aller chercher. Et donc, de notre côté, actuellement, c'est un peu mon travail qui évolue parce que j'ai commencé product manager. Et là, je suis en train de prendre en fait de nouvelles fonctions puisque l'équipe s'étoffe en fonction du nombre de cas d'usage, un peu plus customer success manager
Et donc, on voit bien qu'on commence à se répartir des rôles de manière un petit peu différente. Et donc d'être garant un petit peu du modèle économique qui doit être viable à long terme. Donc ça, c'est un peu le rôle, c'est de rapporter les cas d'usage et faire les interfaces avec les différentes entités et différents métiers et prioriser les cas d'usage. Et comment on priorise les cas d'usage? Ben, en fait, c'est tout simplement avec l'analyse de la valeur. Donc il y a peut-être, et ça commençait déjà, des cas d'usage qui peuvent paraître intéressants à faire, mais sur lesquels on ne va pas s'investir ou moins s'investir du fait qu'il n'y a pas finalement de valeur correctement identifiée. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être le produit n'est peut-être pas assez mature au final. Ça peut vouloir dire que il n'y a pas suffisamment de plus-value et donc par rapport à l'investissement qu'on y fait, c'est pas rentable. Et donc on a vraiment une conviction, donc on est humble, hein, on commence vraiment à travailler là-dessus, on a beaucoup à apprendre. Mais voilà, on a cette conviction que c'est ce modèle-là que l'on peut reproduire et que doit porter finalement le product manager dans son rôle et le diffuser finalement dans toute l'équipe et au-delà. Donc, quelque part, c'est un porte-parole aussi hein, des convictions que l'on peut mettre dans son programme. Merci beaucoup pour ce témoignage. Tu as parlé également aussi de ton évolution vers de la partie relationnelle au niveau des utilisateurs. Et ça me permet, si tu es d'accord, de faire un focus sur les utilisateurs, puisque en agile et dans ces modes un peu particuliers d'agile à l'échelle, où parfois on est vraiment, on va dire, entre guillemets, la tête dans le guidon, on est lancé sur les trains, les sprints, etc. Parfois, on a des difficultés aussi à avoir des contacts avec notre utilisateur final, notre fameux end user. Justement, comment on peut aller le chercher, l'utilisateur final? Parce que, à ma connaissance, donc là, tu as parlé on est plutôt sur un modèle B2B2C. Et vous avez également un sujet en direct, hein, peut-être tu pourras nous en dire plus au niveau d'un projet Smart City. Donc là, ce sera peut-être plus une relation en direct. Donc voilà, quels seraient les deux cas d'usage dans un modèle plutôt programme et dans un modèle en direct avec les utilisateurs? Oui, et comme tu l'as bien souligné, il y a différents modèles. Donc la réponse, elle n'est pas unique. Je suis assez partisan du fait que on doit s'adapter un petit peu à chaque situation, tout en gardant ces convictions dont on a parlé tout à l'heure. Il y a vraiment une colonne vertébrale de convictions, de trajectoires, de cibles, d'architecture qui ne doit pas changer normalement, sauf accident, mais normalement, ça ne doit pas changer. Et après, par rapport aux relations, je pense que tout à l'heure, on a parlé de comment identifier, aller chercher finalement des product owners. Ils ne s'appellent pas product owners très souvent parce que l'organisation n'est pas la même, ça change. Le premier travail, c'est d'aller identifier un petit peu ses relais et ses sponsors. Et donc, ça, c'est un premier travail qui est lié à ce travail aussi d'explication, d'information. Donc, finalement, d'amener les gens à s'intéresser et à comprendre, finalement, et finalement, de monter dans le train. Donc, c'est ça le premier travail. Donc, sans sponsor, sans relais métier fort, ça devient vite compliqué quand même de mener sur plusieurs années en fait le programme au même rythme. Donc ça, c'est une partie essentielle. Il faut être pragmatique aussi, c'est-à-dire que si on sort un plan à 3 ans où on explique qu'on va faire des merveilles, en fait, c'est difficile à se projeter. Donc, faire des proof of concept, des proof of value sur des temps relativement courts, ça peut être quelques semaines, quelques mois, des petites victoires. Voilà, ne pas négliger les petites victoires. Je parlais de MVP tout à l'heure. Hein. Il faut l'expliquer ce que c'est un MVP parce que, évidemment, il n'est pas complet. C'est le principe même du produit minimum viable. Oui, mais c'est celui-là qui permet aussi au métier de se projeter et de voir que ça peut résoudre certains de ces problématiques ou accélérer son time to market. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de l'utilisateur pour pouvoir répondre au mieux finalement à ces problématiques. Mais en général, c'est je ne sais pas comment faire ou
je voudrais aller plus vite. Si on sait répondre à ce type de questions dans le monde du digital, parce que c'est un des objectifs, ça veut dire qu'on apporte de la valeur. Et là, assez naturellement, les métiers sont embarqués et c'est comme ça que on peut enrichir les différents cas d'usage. Donc voilà, une approche progressive, mais il faut être relativement concret avec des petites victoires pour que finalement on ait cette adhésion. Et on va dire la pizza team, on va dire équipe cœur plus métier, elle ne se fait pas comme ça en se décrétant. Elle se fait en travaillant finalement, en revenant et en résolvant des petits problèmes. Et puis après, petit à petit, on s'attaque à des plus gros. Donc voilà, c'est un peu le retour d'expérience, mais je pense que partage aussi beaucoup d'entreprises. Je pense qu'on n'a rien de particulier par rapport à cette démarche. Mais en tout cas, on peut le constater. Et ce que je peux dire, c'est que j'en suis convaincu que voilà, il faut bien cranter pour pouvoir aller plus loin avec les métiers, tout le temps l'entretenir. Mais je suis d'accord avec toi, Fabien, ça ne vient pas tout seul au départ. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher. Et même l'utilisateur, hein, c'est vrai que sur ce projet Smart City aussi, il faut aller le chercher, l'utilisateur. Effectivement, donc là, on travaille sur le modèle Vive en B2B ou en B2B2C. Et il y a aussi d'autres modèles, en fait, puisqu'on va au-delà des adhérents sur ce projet Territoire Intelligent, Smart City, où c'est de délivrer des parcours finalement à des citoyens qui ne sont pas encore adhérents avec des collectivités territoriales. On a commencé, c'est un programme qui est sur 12 ans, donc on a commencé effectivement avec un groupement, avec Engie, puisqu'on n'est pas allé seul sur ce marché-là, donc on y est allé avec un consortium où Vive propose des services en e-santé bien-être, donc l'agglomération d'Angers. La démarche, qu'on propose, elle est intéressante, c'est-à-dire c'est d'aller chercher des cas d'usage et les prioriser, puisqu'à l'avance, on ne les connaît pas, donc on travaille avec les acteurs du terrain. Et l'idée, c'est aussi de faire des expérimentations. Alors, est-ce que ce sont des POC? Pas tout à fait, c'est plutôt des pilotes. Mais l'idée, c'est de le faire aussi. Alors, la pandémie nous l'empêche un petit peu actuellement, je le regrette, mais de faire effectivement des ateliers directement avec les citoyens et d'aller chercher finalement ce que c'est la vraie vie en fait. Ce sont eux les utilisateurs finaux. Donc j'espère que rapidement, on a déjà commencé à travailler avec les services en fait de l'agglomération. Donc mon souhait, c'est que dès que les mesures sanitaires nous le permettront, c'est de pouvoir reprendre les ateliers citoyens, comme on les a appelés. Et oui, donc c'est vrai que ça revient à se dire, on doit s'adapter. C'est une situation qu'on va retrouver beaucoup en agile, hein, c'est de se dire, on a tout le temps de l'imprévu et finalement, on a aussi ce besoin de savoir s'adapter, que ce soit sur peut-être des changements de roadmap ou même sur des idées de produits qu'on avait. Enfin, si je reprends ton exemple de Smart City, je crois savoir que vous aviez une idée aussi peut-être toute faite au début de la solution, un produit sur étagère, et puis vous avez dû vous adapter aussi sur cette démarche. Ouais, donc de mon côté, en fait, on n'est pas dogmatique, c'est-à-dire que effectivement, c'est avant tout un état d'esprit pour nous, l'agilité. Donc c'est vrai qu'on voit déjà que l'agilité, là, on le combine un petit peu avec des notions de product management, de lean startup, puisqu'on a parlé un petit peu de plusieurs notions. Donc vous voyez que déjà en termes de méthode, je n'ai pas souhaité qu'on s'enferme vraiment dans un dogme. Et pour répondre à ta question, c'est plutôt un état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est d'abord se l'appliquer à soi-même, finalement, en se disant, en fonction des situations, il faut pouvoir s'adapter. C'est ça la définition de l'agilité, finalement, plus que de suivre une méthode en particulier de A jusqu'à Z. Donc, je n'hésite pas à les piocher, finalement, dans différentes méthodologies, y compris, je vais peut-être en choquer certains, mais y compris des méthodes waterfall, et de prôner un peu d'hybride quand c'est nécessaire. Mais c'est juste finalement prendre au bon moment
pour la bonne situation, quelque chose qui peut sortir un petit peu du cadre. Donc voilà, ça c'est un petit peu le contexte général. Et effectivement, c'est de pouvoir s'adapter. Et typiquement, c'est sur cet exemple-là, en faisant des ateliers, au fur et à mesure, on s'aperçoit que finalement, les produits sur étagère que l'on avait déjà, ce n'est pas nécessairement la première réponse. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui intéresse l'utilisateur final en premier chef. Ce n'est pas toujours ce que l'on a sur l'étagère, même si les produits sont bien. Et c'est de bien comprendre. Et finalement, c'est des nouveaux développements. Ça change quand même, parce qu'entre assembler des produits sous une forme de parcours citoyen ou faire des développements from scratch, ce n'est pas tout à fait la même approche. Et la méthode agile, finalement, nous permet de rebondir et d'adapter. Mais comme tu le soulignes, il faut d'abord se l'appliquer à soi-même. Donc, le product manager et les PO doivent incarner finalement l'agilité en pouvant adapter. Et comme il y a des rythmes réguliers, donc c'est plutôt au rythme des incréments. On ne peut pas le faire au rythme des sprints quand même, parce que ça peut être des changements de trajectoire un peu forts, mais au moins au rythme des incréments, ça permet de le faire. Et donc ça c'est important, parce que ça veut dire qu'on garde le contact avec les utilisateurs finaux en montrant qu'on sait s'adapter. Oui, de pas toujours se dire on avait défini une roadmap de départ, elle reste dans le marbre et puis on tient le cap, quoi. Voilà, donc finalement, il y a une cible quand même. Il y a des convictions, il y a une cible. En général, elle reste la même. Sur l'interopérabilité, par exemple, dans notre cas, sur le fait qu'on travaille en mode agile. Donc voilà. Et après, la manière d'y arriver, il peut y avoir différents chemins qu'on adapte en cours de route. Par exemple, sur Angers, c'est un contrat de 10 ans. Donc, on peut imaginer qu'il y aura plusieurs changements en cours de route et adaptations. Donc voilà, je pense que c'est un bon exemple, effectivement, pour pouvoir accompagner vraiment sur une longue durée et pas uniquement parce qu'on parle beaucoup de sprint, donc on a l'impression que c'est très très court durée, mais en fait, les programmes, ils durent plus longtemps que ça. Il faut garder le cap et la cohérence de l'ensemble sur une durée qui est plus longue. Oui, sur toute la vie du produit, quoi, finalement. Et c'est là qu'on introduit un cycle de vie produit, indépendamment de ce qu'on peut délivrer en cours de route. Bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. Avec finalement ces 3 années d'expérience sur du product management, et on voit que c'est pas fini, c'est toujours en apprentissage continu. Quels seraient tes conseils pour un nouveau product manager? Si demain tu vois arriver un nouveau programme avec un product manager débutant, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bon, lui dire que déjà, qu'il s'attend à ce que la réalité soit très différente de la théorie. Donc, je pense que ça, c'est assez vrai dès le départ. Comme ça, au moins, on met les pieds dans le plat. Mais surtout qu'il se concentre vraiment sur des points clés. Vraiment, de rester pragmatique. Ça, je pense que c'est un point vraiment très, très important. Je pense que tu l'as dit au début, assez rapidement, on peut être le nez dans le guidon, ça va très vite, on ne lève plus la tête et on perd un peu cet objectif de pragmatisme. On a donné quelques exemples avec finalement des MVP d'époque, de faire des boucles de feedback finalement, parce que c'est ça que la méthode agile apporte, par l'équipe, par les relais métiers. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses d'un incrément à un autre? Donc voilà, travailler cet aspect à la fois animation et boucle de feedback, je pense que ça c'est essentiel. La notion de valeur. Donc, j'ai l'habitude de dire, finalement, on peut résumer la valeur. Il faut vraiment que ce soit ancré et qu'il le porte et l'incarne. Donc, et de toujours regarder que ça a du sens, finalement, de faire ce produit. Donc, je pense que c'est ça les grands messages, finalement, et rester simple, en fait, dans l'approche. Et d'être toujours conscient des problématiques des utilisateurs finaux, finalement. Mais c'est lié à la simplicité. Si on s'intéresse vraiment à l'utilisateur final et qu'on se met à sa place, on va bien comprendre ces problématiques et ça évite, ça permet de mieux prioriser,
déjà et et mieux cibler les sujets. Donc, je pense que tout le monde travaille mieux, de manière plus confortable avec cette approche. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais voilà les premiers conseils que je pourrais donner effectivement à un product D'accord. manager et finalement l'équipe qui l'entoure, parce que c'est chacun qui doit un petit peu incarner cet état d'esprit, comme je disais. Donc, si je reprends, la valeur, rester pragmatique et simple et conserver une ouverture d'esprit aussi. Voilà, vers d'autres méthodes, d'aller savoir chercher dans son expérience, dans ce que l'on connaît, d'autres choses quand ça répond à la. Je considère que quand ça répond à une problématique, c'est toujours bien et c'est pas nécessairement euh, dans la méthode. Si c'est à côté, bah, ça coche la case. Hein. Ben, merci beaucoup. J'espère que s'il y a des jeunes product managers parmi nous ou des personnes qui l'envisageraient, ben, ça pourra donner comme ça un éclairage et un témoignage sur la réalité terrain aussi. Hein. C'est vrai que là, on n'est pas dans le guide safe, hein, c'est vraiment dans la vraie vie, c'est s'adapter aussi à la réalité. Donc, merci beaucoup, Jean-Pierre. Peut-être deux petites questions. Là, on a une séquence de questions qu'on pose à chaque invité. Donc là, l'idée, c'est de te poser des questions simples et que tu puisses répondre de façon spontanée. Alors, j'ai envie de te poser la première question, c'est projet ou produit? Ah, la question, Oui, type. Bah, je mets d'abord produit. En fait, donc si tu me permets, j'inverse les. oui, Parce que derrière, pour moi, derrière, finalement, il y a la finalité, il y a le sens, il y a la valeur. Et le projet, c'est ce qui permet de développer le produit. Donc, je mettrai produit en premier. d'accord. S'il faut Et faire une classification hein, dans oui, la oui, question. oh là, c'était l'idée, voilà, de voir ta réaction là-dessus. Et l'autre, c'était cycle en V ou agilité? Et question piège. Ah, mais j'ai un petit peu répondu, en fait, là. Oui, Je me suis un peu mouillé déjà dans dans l'échange. Bon, je mettrai en premier le mode agile. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ne pas hésiter à l'épuiser dans des méthodes autres, dont le cycle en V, qui peut être parfois utile pour résoudre certaines problématiques. Et bien se rappeler que quand on travaille avec différentes entités, elles ne sont pas toutes au même niveau. Et puis des fois, rien que changer les dénominations de certains vocabulaires, ben, ça peut aider à cette communication, cette acculturation, parce que les gens se remettent finalement dans quelque chose qu'ils connaissent mieux et ils peuvent mieux adhérer à la méthode agile. Donc voilà, ne pas hésiter à faire des ponts et des fois des parallèles, parce qu'il y en a. Ce n'est pas une confrontation et moi je suis plutôt partisan d'abord de l'agile, mais ne pas hésiter à faire de l'hybride et donc d'aller puiser également dans le cycle en V, ne pas le ranger trop tôt dans les placards oui, pas trop dogmatique, quoi. et pas trop domestique. Oui. Ben, merci beaucoup pour tous ces retours. On a peut-être le temps là de prendre quelques questions. Je vais regarder dans le fil. Alors, une question de Roland. Depuis quand est-ce que vous faites de l'agilité? Et même question pour la mise en place de Safe. Alors on va rester un peu. Moi je considère qu'on est encore en courbe d'apprentissage. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'on s'est mis effectivement sur un programme plus industriel, avec de la méthode et notamment la méthode SAFE. Et dans le cadre de la mise en place de la méthode SAFE, je considère qu'on n'en est qu'au début. Hein. C'est-à-dire qu'on a pris quelques ingrédients. Je pense qu'on sera vraiment dedans d'ici 1 an à peu près, quand l'équipe sera encore étoffée, qu'on aura encore appris et qu'on pourra adapter la méthode. Donc, on est plutôt sur un cycle d'apprentissage continu et de construction. Et je pense que voilà, il faut encore 1 an au moins pour arriver à une maturité peut-être telle que l'entend la personne qui a posé la question, Roland. Oui, ben, merci. Alors, on a une question maintenant de Marion qui nous demande, est-ce que vous n'avez pas éprouvé le besoin de mettre en place un rôle d'Epic Owner? Alors, effectivement, on a un besoin de ce côté-là. Pour l'instant, on a vraiment mis le focus sur plutôt product manager, product owner.
Et comme je dis, une des difficultés, c'est aussi que plusieurs personnes ont porté plusieurs rôles, et j'en fais partie. Et donc, Epic Owner, ça fait partie des évolutions à court terme que l'on souhaite. Comme Scrum Master, on voit qu'on a besoin également de renforcer en fait certains rôles. Et donc, on a besoin, par rapport aux stories, par rapport effectivement priorisation de cas d'usage, de renforcer certains rôles et Epic Owner en font partie. Merci. Alors ensuite, on a une question de Damien. Alors, qui nous dit, elle est un petit peu plus longue, Safe s'appuie beaucoup sur la notion de valeur, mais sans jamais la définir. Avez-vous défini ce que vous entendiez par valeur dans votre contexte? Et si oui, comment l'avez-vous fait? Oui, c'est vrai, c'est des mots qui reviennent. Et ben, c'est un peu en liaison avec ce que je disais. Vous allez voir un cadre où vous allez puiser un certain nombre de choses. Ça fait référence à la valeur, mais on ne la définit pas. Donc, la valeur, il faut arriver à la puiser dans d'autres modèles. Alors, je ne sais pas dans quelle méthode ça se rapproche, mais peu importe. En tout cas, on travaille le modèle économique de la plateforme en elle-même et on va chercher les business plans des produits métiers. C'est-à-dire que systématiquement, on va demander de plus en plus, pour pouvoir prioriser nos propres produits digitaux, finalement des éléments contextuels de le volume de vente de produits métiers. Donc, ça peut être un produit d'assurance santé, prenons ce cas-là, hein, puisque ça fait partie aussi des produits que l'on a. On en vend combien? À quel coût? C'est quoi la trajectoire sur les 3 prochaines années? Et que nous, on arrive à finalement facturer des produits digitaux dans l'ensemble qui soient cohérents par rapport à ce business plan du produit métier. Et c'est comme ça qu'on peut voir si on répond à des éléments, par exemple, de time to market. Si on fait gagner du temps, on peut, de manière classique, transformer les gains finalement que l'on peut gagner en temps en facilitant un certain nombre de choses, en résolvant des problèmes, en évitant, en mutualisant, parce que un des axes forts, c'est de mutualiser et de capitaliser. Donc tout ça, ça peut se mesurer. Et pour répondre à cette question qui est vraiment très large et qui peut effectivement amener à des modèles très très compliqués, finalement, c'est de faire toujours un rapport de proportionnalité entre l'effort que l'on met dans un produit digital, mais aller surtout le confronter au business plan métier. Et c'est comme ça qu'on voit si finalement le modèle économique que l'on propose, il est cohérent, s'il est bon dans le temps. Et la deuxième chose que je préconiserais, c'est vraiment de calculer les coûts complets. C'est pour ça, dans la question produit-projet, ce projet, on n'a pas des coûts complets quand même. On oublie le cycle de vie au bout de 3 ans, au bout de 5 ans. Bon, dans l'esprit produit, on peut plus facilement intégrer, je pense, dans cette notion des coûts complets. Et donc, c'est une vaste question, mais voilà un petit peu quelques indications et ce sur quoi on travaille. Et donc, des unités d'œuvre et des modèles économiques sur les différents produits. Et tout ça en parallèle avec les business plans des produits finalement que l'on vend à l'utilisateur final. Alors, on a retrouvé Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre, j'ai repris le relais en attendant votre retour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, on vous entend. Fabien n'est pas revenu, mais je vous propose qu'on poursuive peut-être les questions. Alors, on avait la question, est-ce que toutes les sessions sont enregistrées? En effet, François, les sessions sont enregistrées. Les replays seront disponibles directement ensuite depuis le Livestorm. Et puis, on verra également comment les mettre à disposition éventuellement sur notre page événement. Alors, où est-ce qu'on en était dans les questions? Est-ce que la question de Roland a été répondue en tant que PM? Qu'attendez-vous des itérations innovation? On en était là, je pense. Oui, on en était. Je pense que c'est une question qui n'a pas été abordée. Donc, en tant que PM, voilà, quelles sont vos attentes lors de ces itérations innovation? Donc, les itérations innovation. Hein, donc, en fait, alors nous, la cérémonie, en fait, elle est très ancrée sur finalement le PI planning.
Pour l'instant, c'est vraiment ça notre clé de voûte qui permet d'alimenter chacun des incréments. Donc, on est plus quand même sur cette partie-là pour répondre vraiment. Je ne réponds pas exactement à la question, mais globalement, on est vraiment en termes de cérémonie sur un rythme ancré plutôt sur cette partie-là. Fabien est revenu. Merci, Oui, Jean-Pierre. désolé, j'ai eu un petit écran bleu, petite frayeur. Bon, désolé. Pas de souci, on a pris la relève. Et donc, on était sur la question de Roland. Je te laisse reprendre les questions, Fabien. Oui, c'était sur peut-être la dernière question de Roland, c'est ça? Alors, c'est bon, celle-ci, on vient d'y répondre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des participants. Alors, il reste peut-être une dernière question de François. Est-ce que toutes les sessions sont enregistrées? Ah bah oui, il y a eu une réponse, donc on a un replay. Donc c'est bon, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci à vous. Alors, pour conclure, du coup, je vais laisser la main à Lucille, puisque tu es là. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, ne t'inquiète pas, j'ai meublé en ton absence en rappelant tout le programme, en le détaillant bien. Donc, normalement, nos participants sont au courant que l'on se retrouve demain à 17h depuis le Next. Et puis, je vous remets dans le chat le lien des inscriptions. Ça vous permettra de participer et puis de recevoir les liens du replay. Donc, merci beaucoup Jean-Pierre et Fabien d'avoir participé du coup à cette 4e session de l'Agile Week. Et puis, on se retrouve tout le monde demain. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.